Vous le constatez vous-même, nous n'avons aucune force pour nous défendre. Vous prenez un président français, il va aller en Afrique. Quand je dis le mot Afrique, ça dit y compris l'Afrique du Nord. Quand il commence par l'Afrique du Nord, ça dit le Maghreb, pour être précis, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, il marche sur la pointe des pieds. Chaque mot qu'il prononce, c'est avec attention. Mais dès qu'il quitte le Maghreb, il quitte l'Afrique du Nord, qu'il tombe en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire chez les Noirs, il est en terrain conquis. Donc il peut dire tout ce qu'il veut. Y compris même, comme Sarkozy l'a dit, l'Afrique n'est jamais rentrée suffisamment dans l'histoire. Et on applaudit. Qui a inventé l'écriture quand ils nous ont menti? C'est l'homme noir. Qui a inventé la religion, le monothéisme, le fait de croire en un Dieu unique? C'est qui? C'est l'homme noir. Qui a inventé les mathématiques, sinon les sciences ardues, dont les mathématiques? C'est l'homme noir. Et il est urgent, plus que jamais urgent, de diffuser l'information. Diffuser l'information au peuple noir. Merci, chers frères et sœurs. Comme vous avez bien écouté l'exposé de notre sœur, personnellement, je résume toute sa thèse au constat qui est le même. Nous, les Africains, nous continuons toujours de pleurer sur notre sort. Je peux ne pas aller forcément dans le même sens qu'elle, mais c'est ce que j'ai compris. Le Leucodème nous maltraite. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le blanc nous maltraite. Quand on dit le leucoderme, en termes scientifiques, c'est le nom du blanc qu'on dit le leucoderme pour ne pas paraître raciste. Pendant des siècles, au moins pendant 500 ans, l'homme noir a été chosifié. Quand on dit article 44 du Code noir, l'homme noir rendu esclave est un meuble, c'est-à-dire une chose. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque cette bouteille que vous voyez est une chose, elle a un partenaire, c'est moi. Parce que c'est ma chose, je peux la donner à quelqu'un. Deuxièmement, je peux la vendre, mais mieux, je peux en disposer comme je veux. C'est-à-dire, sur le plan juridique, c'est-à-dire, je peux détruire la chose. Ce sont là les conséquences de l'esclavage. L'être humain rendu esclave est une chose. Je rappelle pour mémoire, l'esclavage était ici en Europe entre blancs pendant des siècles, jusqu'à ce que un jour ils nous trouvent, nous les noirs. Et ce n'est qu'à partir de là, ils se sont dit, bon, entre nous on fait la paix, mais on a trouvé d'autres peuples qui sont sans défense, c'est-à-dire les peuples noirs. Et comme vous le constatez vous-même, ce ne sont pas tous les blancs, je dis bien tous les blancs à grand nombre qui sont partis en Afrique. C'est une petite poignée de blancs, armés jusqu'aux dents, qui sont partis. Quand ils arrivent sur une côte, pour ne pas dire dans un pays, ils vont se faire des alliés objectifs. Pour dire, toi, voilà, tiens ça, et puis donne-moi tes autres frères et sœurs, précisément les frères. Et ce sont les Africains là qui, malheureusement, même si on ne veut pas le dire, parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui, qui vont aller coopérer négativement contre nous, en échange des bêtises, que ce soit des bonbons, des fusils, tout ce que vous voulez. Bien. C'est pourquoi ça a duré longtemps, 5 siècles au moins. En n'oubliant pas de rappeler qu'avant ça, il y avait aussi la traite des esclaves, chez des Noirs, mais par les Arabes, qui a duré 14 siècles. Ça, souvent, c'est oublié. Donc, nous, les Noirs, là,
Nous avons été jusqu'à présent sans défense. C'est pourquoi n'importe qui vient s'asseoir sur nous. Voilà pourquoi n'importe qui se moque de nous. Donc, quand ils se sont rendus compte que le rendement, je parle là sur le plan économique, le rendement d'un être qui travaille en semi-liberté est plus élevé que celui qui travaille sous la chicotte, ils ont compris qu'il faut faire des concessions. Concessions face à quoi? À la révolte des esclaves noirs. Parce que ça, c'est une donnée aussi qu'il faut intégrer. Dans le temps comme dans l'espace, seul l'opprimé, seul l'esclave se libère toujours et toujours lui-même de son oppresseur. Prenons un exemple. Vous et moi, nous sommes assis chacun sur une chaise. Tant que la chaise ne nous pique pas le postérieur, nous sommes bien assis, n'est-ce pas? Mais si la chaise pousse des pointes et commence à nous piquer le postérieur, nous allons nous lever. C'est une loi de la nature. C'est pourquoi, quand ces blancs, ces esclavagistes, c'est leur nom, se sont rendus compte que les noirs se révoltaient de gauche à droite, depuis Haïti, tout ça, ils ont dit, bon, au lieu de continuer coûte que coûte à faire de l'esclavage, nous allons faire semblant de les libérer. Nous allons les maintenir dans le continent le plus riche au monde, qui est l'Afrique. Mais nous allons avoir exactement le même résultat, puisque nous allons les laisser en semi-liberté. Ils vont faire semblant, enfin, ils auront l'impression qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Mais, au final, c'est pour nous qu'ils travaillent. Vous et moi, nous sommes là, hein? Nous sommes à Paris ici. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Et je peux te donner un exemple. Au sorti d'ici, là, vous allez vérifier. Vous quittez ici, vous allez acheter une tasse de café, à moyen c'est 2 €. Mais ce que vous et moi, nous ne faisons pas, on se posera la question, dans la tasse de café, tu as mis combien de grammes de poudre de café? À la sortie de cet exposé, vous pouvez aller demander. Je vous donne le résultat. À moyen c'est 8 grammes, mais j'ai arrondi ça à 10 grammes. Ça veut dire que si le barman a vendu 1 kg de poudre de café, 1 kg, c'est 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10, il a vendu 100 tasses. Et comme la tasse, vous le savez, en moyenne, c'est 2 €. 100 multiplié par 2 égale 200 €. C'est ce que le consommateur final récolte et paye. Question fondamentale, mais le nègre qui est là-bas, qui vient, qui a vendu le café, c'est à combien on lui a payé le kilo? C'est le fils d'un paysan authentique qui vous parle. Vous savez, je ne connaissais même pas un mot français avant de venir ici. C'est, dans le meilleur des cas, c'est 300 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 0,45 centimes le kilo, auquel on ajoute le droit unique de sortie, qui est un impôt de 200 francs, soit au total 500 francs CFA. 500 francs CFA, c'est 0,76 € le kilo qu'on paye au pays exportateur, que j'arrondis par commodité à 1 €. Donc, si on fait le salon international des cafés, on dit pour entrer, il faut payer 200 €. 200 €, le pays producteur, lui, il n'a qu'un €. Objectivement, est-ce qu'il peut entrer dans ce salon-là? Non, il est exclu. En économie, c'est ce qu'on appelle un système économique excluant. Excluant qui? Celui-là même qui a produit, il est exclu. Nous, nous sommes dans la salle, mais lui, il est exclu. À l'échelle continentale, c'est ça. J'ai pris le cas du café pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est valable pour toutes les matières premières. Donc, pour que ça marche, exactement comme à l'époque de l'esclavage, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont appliquer ce qu'on appelle la politique du troisième homme. Cette politique du troisième homme consiste pour le premier homme envahisseur, dans ce cas précis, c'est le blanc, qui vient envahir des millions d'Africains sur leur propre continent. Ça, c'est le deuxième homme. Mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme. C'est une petite poignée d'Africains
qui se sont fait alliés, ou du moins qu'ils ont pris comme alliés objectifs et qui vont appuyer sur la gâchette. C'est-à-dire qu'ils vont faire le sale boulot, qui vont vendre les intérêts vitaux du pays à la main étrangère dont ils tiennent leur pouvoir et leur légitimité. C'est ça qui s'est produit pendant l'esclavage, c'est ça qui continue encore. Parce que pendant des siècles, eh bien, puisque nous avons été chosifiés, dans notre subconscient, on a vu chez le blanc, sans même nous rendre compte maintenant, l'homme supérieur. Et vous avez vu, mais vous n'avez pas peut-être fait attention. Un des nôtres, et j'aimerais que vous réfléchissiez à ça, un des nôtres, qui est le président du pays le plus puissant du monde, en la personne de Obama. Les mains blancs, qui savent très bien réfléchir, car il faut le reconnaître. Ils ont dit, bon, nous allons expérimenter. Nous le mettons là, et il est devenu président des États-Unis d'Amérique. Mais c'est lui, Obama, qui a été utilisé pour tuer Kadhafi. C'est le même Obama là, dont les petits frères sont au Kenya, vivants à l'instant où je vous parle. C'est le même Obama qui a été utilisé pour dégommer Gbagbo Laurent du pouvoir en Côte d'Ivoire. Regardez ce que nous faisons nous-mêmes. À la seconde où je vous parle, au moment où il y a la guerre entre l'Ukraine et tous les pays occidentaux, il y a un des nôtres, un noir, il a pondu une loi aux États-Unis d'Amérique. Il a fait ce qu'on appelle en termes techniques un projet de loi qui a été approuvé par les parlementaires et qui est devenu une loi pour dire aux Africains, gare à celui qui, d'entre vous, va sympathiser avec Poutine. Parce que nous avons besoin de des matières premières de l'Afrique. Donc vous devez être dans notre giron. Qui a fait ça? C'est un noir. C'est-à-dire que le problème, il est profond. Le problème qui est le nôtre, il est profond. Je n'ai pas dit il faut nier l'existence de l'occupant, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je suis en train de vous dire, nous faisons du travail de résistance, mais il n'y a rien de plus pénible que dans un combat de libération nationale, tu luttes pour quelqu'un et c'est lui qui te tire dans le dos. C'est ça qui est le vrai problème. Donc, malgré ça, nous continuons la lutte. Alors, comme ce n'est pas le professeur qui est aujourd'hui à l'honneur, je vais être obligé d'écouter pour dire tous ces pleurs-là. Pourquoi tout ça, ça dure? Pourquoi? Vous le constatez vous-même, nous n'avons aucune force pour nous défendre. Vous prenez un président français, il va aller en Afrique. Quand je dis le mot Afrique, ça dit y compris l'Afrique du Nord. Quand il commence par l'Afrique du Nord, ça dit le Maghreb, pour être précis, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, il marche sur la pointe des pieds. Chaque mot qu'il prononce, c'est avec attention. Mais dès qu'il quitte le Maghreb, il quitte l'Afrique du Nord, qu'il tombe en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire chez les Noirs, il est en terrain conquis. Donc il peut dire tout ce qu'il veut. Y compris même, comme Sarkozy l'a dit, l'Afrique n'est jamais rentrée suffisamment dans l'histoire. Et on applaudit. Au moment où les jeunes Sénégalais devraient même réagir, parce que c'est dans l'amphithéâtre de Cheikh Anta Diop, c'est Abdoulaye Wade, tout ce qui est intervenu pour dire non, 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 ça, on a fait des choses à sa place, mais nous, on sait comment on est, etc., etc. Bref, ce que nous sommes en train de dire, nous constatons avec regret que nos dirigeants, quel que soit même leur niveau d'études, et je vous ai déjà pris le cas d'Obama, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts vitaux des peuples noirs que nous sommes, eux, ils préfèrent se mettre à genoux devant l'homme blanc. Alors que nous avons tous les moyens pour pouvoir reprendre la direction du monde. Je dis bien le mot reprendre, ce qui m'amène à proposer des solutions. Parce que nous pouvons pleurer. Tant que nous allons pleurer et que nous sommes incapables de faire quelque chose, malheureusement, ça ne changera pas. Mais avant de proposer les solutions,
je voudrais attirer votre attention sur le cas de la Chine. Ramenons-nous dans les années 1949. Avant 1949, les Chinois mouraient de faim. Ils étaient moins de 500 millions de personnes. Et ils mouraient de faim. Imaginez même de la chair humaine. Il a fallu une guerre de libération nationale conduite par Mao Tse-tung et ses amis, jusqu'à mettre hors d'état de nuire des gens comme les Chiang Kai-shek qui étaient soutenus par les impérialistes américains. Quand Mao et ses amis ont pris le pouvoir d'État, eh bien, ils ont pu asseoir les bases consistantes de l'économie de la Chine. Je passe sur les détails. À l'instant où je vous parle, qui est la première puissance économique du monde, même si ça peut vous déranger. La première puissance économique du monde, c'est la Chine. Parce que c'est la Chine qui finance les États-Unis d'Amérique. C'est la Chine qui finance l'Union européenne. C'est la Chine qui finance tous les États. La deuxième puissance, la première puissance militaire, ce ne sont plus les États-Unis. C'est la Russie. Parce que ce soit la Chine, d'après ce que je viens de vous dire, tout comme la Russie, parce qu'il faut le rappeler rapidement, en 1991, la Russie, sinon l'URSS a été démantelée par les mêmes puissances occidentales. Eh bien, 30 ans d'humiliation, eh bien, les Russes sont rentrés en eux-mêmes, dans le silence le plus total. Et dans ce silence-là, ils n'ont pas passé le temps à pleurer. Dans ce silence, ils sont rentrés en eux-mêmes et ils ont pu réorganiser leur économie d'une part, et d'autre part, ils ont pu se donner les moyens objectifs de leur défense, c'est-à-dire l'armement, pour ne pas dire les armes militaires. Parce que quand on parle du triangle de souveraineté, c'est d'abord 3 éléments. 1, la monnaie, l'argent. 2, c'est la défense, pour ne pas dire la sécurité. Et enfin, 3e élément, c'est la constitution, pour ne pas dire le droit positif. Si vous n'avez pas la monnaie, donc si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous défendre. Si vous ne pouvez pas vous défendre, vous êtes, chers frères et sœurs, esclavagisables à tout moment. C'est notre cas, nous les Noirs. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes amenés à nous extravertir, à voir nos enfants en train de mourir dans les océans, dans les déserts africains, aller se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans. Ils sont à la recherche de quoi? À la recherche de l'élément et à la recherche d'une pitance salvatrice. Manger, dormir. Est-ce que c'est manger, dormir qui manque en Afrique? Pour mémoire, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour dominer le monde. Je reprends. L'Afrique a tout. 62% des terres arables du monde entier se trouvent en Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,2 milliard. Dans quelques années, c'est-à-dire en 2050, c'est 2 milliards de personnes. Qu'est-ce que vous voulez demander encore à Dieu? Puisque vous aimez tellement le mot Dieu, Dieu nous a bénis. Donc, nous avons tout. Ce que je suis en train de dire à partir du cas de la Chine et de la Russie, eh bien, ils ont pu tirer des leçons précisément de ce qu'on appelle la théorie de la frustration initiale. Lorsque quelqu'un est humilié, il ne passe pas son temps à pleurer. Mais il dit, je suis humilié, comment je fais pour mettre fin à cette humiliation? Voilà la question essentielle que nous ne nous posons pas. Ou du moins ce que nous nous posons. Mais comme l'ennemi sempiternel voit ça, eh bien tous ceux qui ont osé dire non, d'une manière ou d'une autre, il les a exécutés. Je ne vous fais pas un dessin. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis aujourd'hui à l'honneur. Je vais vous proposer des solutions. Car les solutions existent. Et c'est ce que nous sommes en train de développer. Il y a essentiellement 4 solutions qui, appliquées avec rigueur en Afrique, va permettre à l'Afrique
non seulement de renaître de ses cendres actuelles, mais de reprendre la direction du monde comme elle l'a fait déjà pendant des millénaires. Parce que parmi vous, il y a encore des gens qui ne savent pas que l'Afrique a dominé le monde. Quelles sont ces solutions? La première solution, c'est battre la monnaie unique africaine pour les 54 pays africains. Et ça peut se faire à moins d'un mois. C'est une décision politique. Si les 54 pays disent, voilà, nous sommes humiliés. Je n'ai pas de la théorie de la frustration initiale dont je parle. Voilà, nous sommes tous humiliés. Voilà, n'importe qui, les petits Macron, n'importe qui vient nous rendre ridicules. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont, nous acceptons leur monnaie. Nous allons créer notre monnaie. C'est une décision politique. Cette monnaie politique créée se doit dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine va coiffer toutes les banques commerciales où vous et moi, citoyens, là-dedans, nous avons notre compte. À partir de là, l'Afrique, en toute indépendance, fait la politique monétaire. Mais à la disposition des Africains, tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent consommer. L'Afrique n'aura pas besoin de sortir même de l'Afrique. On peut sortir de l'Afrique pour aller nous promener. Mais on ne viendra jamais se rendre ridicule ici, dans les pays occidentaux. Je vais sursoir ça. Deuxième solution, eh bien, puisque nous avons tout, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, c'est simple. Il faut industrialiser toutes les économies africaines, c'est-à-dire écrire dans la loi des lois qu'on appelle la Constitution, l'obligation de transformer toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté? Je m'explique. Je donne un exemple. Le premier producteur mondial du cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Le deuxième producteur mondial du cacao, c'est le Ghana. Le Ghanéen et l'Ivoirien se rencontrent, chacun venant avec sa fève. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs fèves? Rien du tout. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas consommer les fèves de cacao, ils sont obligés d'appeler un troisième personnage, c'est-à-dire l'occidental, pour qu'il vienne acheter. On est bien d'accord? Oh, on ferme les yeux, on les ouvre. Eh bien, ils ont transformé ces fèves de cacao en des tablettes de chocolat et tous les dérivés du chocolat. Est-ce que j'ai besoin encore de faire un cours de sciences et économie pour vous? Vous mangez les tablettes de chocolat, non? On n'a pas besoin d'être blanc ou noir. Tous les dérivés de chocolat et tous les dérivés de fèves de cacao, on les mange. Ça veut dire quoi? C'est pour X raisons, ils ne veulent pas. Parce qu'on a produit, on a transformé chez nous ces produits-là, eh bien nous-mêmes, nous les consommons. Et nous sommes un marché de 1,2 milliard aujourd'hui et demain 1 milliard, un marché de 2 milliards. Sans oublier que les Chinois même disent que ça ne suffit même pas. Non, on peut se passer d'eux. Donc, il faut, deuxième solution, car il faut une conférence spéciale pour chaque solution pour que je vous détaille tout ça, mais je crois que vous comprenez. Deuxième solution, il faut industrialiser les économies africaines. La troisième solution s'impose d'elle-même, mais il y a encore des Africains qui trouvent des justificatifs. Regardez, ouvrez les yeux. La deuxième solution et la troisième solution, c'est former l'État fédéral africain, créer l'État fédéral africain. C'est-à-dire, les 54 pays africains, ils mettent simplement une ceinture politique autour d'eux et un être moral sort, c'est ce qu'on appelle l'État fédéral africain. Tous les 54 pays restent. Mais c'est une fois on a fait ça, eh bien, l'État fédéral africain qui vient de naître, on lui donne 6 compétences. La première compétence, 1, c'est l'État fédéral qui va gérer la monnaie. Deuxième compétence, puisque nous sommes tous faibles, eh bien, celui qui va gérer ce qu'on appelle la défense-sécurité pour tous les Africains. Celui qui touche à l'un d'entre nous, il a affaire à nous tous. Pour que vous puissiez comprendre, quelqu'un marche sur votre petit orteil, qu'est-ce qui se passe? Mais tout votre corps vous fait mal. C'est ça. Troisième compétence, on a la même diplomatie. Quatrième compétence,
Excusez-moi. Ce sont les mêmes PTT, etc. Je passe sur les détails. Donc vous voyez bien qu'on aura un État fédéral africain. Et pour que vous puissiez bien comprendre, il y a un petit pays qu'on appelle Rhode Island. Si les 54 pays africains vont s'attaquer à ce petit pays qui fait 3000 km², qui a moins de 1 200 000 personnes, si tous les 54 pays africains vont s'attaquer à ce petit pays américain, eh bien, à moins d'un mois, c'est l'armée fédérale américaine qui viendra mettre en poussière, qui va éliminer tous les 54 pays du continent africain. C'est l'armée fédérale américaine parce que ce petit pays fait partie des États-Unis d'Amérique. Ce que je suis en train de vous dire, nous qui avons été émiettés à la conférence de Berlin de 1885, nous n'avons pas encore le cerveau nécessaire pour comprendre que face à la réalité du monde, nous nous complaisons dans les micro-États. Pourquoi? Pourquoi nous ne nous levons pas comme un seul homme pour dire, moi je suis ivoirien, c'est vrai, j'ai atterri sur la terre par la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas différent des Ivoiriens, et ceux du Camerounais, et que je reconnais que ce sont mes frères et sœurs qui sont aux Antilles. Et que notre combat sera achevé le jour où nous aurons réuni les conditions optimales qui permettent à tous nos frères et sœurs qui sont aux Antilles, c'est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, partout, tout cela, ils vont revenir d'eux-mêmes parce qu'il y a tout en Afrique. Tout est en Afrique. C'est un éveil de conscience. Cet éveil de conscience qui nous manque. Voilà pourquoi depuis longtemps, nous faisons ce genre de travaux. Sinon, quand les Africains quittent l'Afrique et qu'ils viennent ici, vous croyez qu'ils veulent être présidents? C'est juste pour pouvoir faire, comme vous le savez, les sales boulots. Nous n'avons rien à faire ici. C'est la meilleure partie de notre vie que nous gaspillons ici. Donc, il est indispensable de comprendre ces solutions-là. L'État fédéral africain. Et enfin, la quatrième solution, c'est ce que nous appelons la solution anthropologique. C'est-à-dire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique. Parce qu'on nous a fait comprendre, d'abord, on a tout effacé de notre mémoire. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est comme on n'a jamais existé. Et que nous sommes des mendiants. Et nous pensons qu'ils sont tellement intelligents que nous leur devons tout, alors que c'est totalement l'inverse. Donc il est important. Et notre frère Otile est là et les autres ont fait des travaux pour que les Africains comprennent que l'homme est descendu, l'homme avec un grand H est descendu pour la première fois sur la terre par l'Afrique noire. Et j'insiste sur le mot noir. Car il y a beaucoup qui ont encore peur d'être noirs. Comment nos belles femmes puissent se farcir les yeux par-ci par-là, rejetant la peau noire parce que justement elles sont en état de sous-information. Pourquoi nos jeunes hommes, ils ne trouvent pas l'excellence dans la beauté noire parce que celle-ci, puisqu'elle n'est pas de teint clair, on ne la veut pas. Tout ça, c'est la manifestation du complexe d'infériorité. L'homme noir, c'est la race noire, c'est la race par excellence, puisque c'est elle qui a donné naissance à toutes les races du monde. Donc, c'est l'homme noir, non seulement est descendu en Afrique noire, mais c'est l'homme noir, et Cheikh Anta Diop nous l'a démontré brillamment, et je vous renvoie à tous les travaux de Cheikh Anta Diop, et à partir de là, de tous les autres, car nous avons fait ce travail, eh bien, vous allez vous rendre compte que qui a inventé l'écriture, car ils nous ont menti, c'est l'homme noir. Qui a inventé la religion, le monothéisme, le fait de croire en un Dieu unique, c'est qui? C'est l'homme noir. Qui a inventé les mathématiques, sinon les sciences ardues, dont les mathématiques, c'est l'homme noir. Les Grecs, et ils le reconnaissent, tous ces théorèmes de Thalès, Pythagore, tout ça, on a leur déposition, c'est-à-dire on a eu accès à leurs écrits, où ils rendent des louanges méritées au peuple noir, dont ils ont été les élèves. Donc nous constatons que, en fait, c'est l'ignorance dans laquelle on a plongé les peuples noirs qui fait que l'homme noir se comporte comme ça.
Et il est urgent, plus que jamais urgent, de diffuser l'information. Diffuser l'information au peuple noir pour dire que c'est tout ce que tu vois sur la terre là. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé ça. L'architecture, tout le reste. Il faut encore un cours spécial, sinon des cours, pour que les Africains puissent enfin prendre confiance en eux-mêmes. Parce que la théorie de la frustration initiale, c'est ça. Quand vous n'avez pas confiance en vous-même, c'est terminé. Tout ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Le temps de pleurer, de pleurnicher, a trop duré. Nous sommes dans une logique où il faut mettre fin à tout ça. Il est arrivé des moments où, en étant au tableau, dans l'amphithéâtre, en train d'enseigner les leucodermes, je me vois sur la termitière de mon village là-bas, en train de chasser les oiseaux. J'ai dit, mais Dieu fait des miracles. Est-ce que c'est encore moi qui chassais les oiseaux, qui ne connaissais même pas un mot français? C'est moi qui enseigne ici. Et je regarde, je ne suis pas le seul. Nous sommes des millions, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, un peu partout. Ça veut dire l'espoir est permis. Je vous remercie.